Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Modern Talk avec notre invitée, une avocate, Maître Tomasini. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, avocate médiatique qui sort un nouveau livre, Scandaleuse Justice, aux éditions Icône. Évidemment, ce livre devait sortir un peu plus tard. Or, on voit que la justice est sous les feux de la rampe avec le scandale du meurtre de Liana, qui aurait pu être évité. Qu'est-ce que ça dit, en fait, cette énième crise de la justice ? Alors déjà, vous avez raison, ce livre devait sortir à la rentrée. Mais ce livre est tout de même né d'une urgence et il est sorti dans l'urgence. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'affaire Liana, qui a mis le feu aux poudres et qui a révélé ce que moi je savais depuis de nombreuses années. Mais sur ces failles de l'institution judiciaire, j'ai pris conscience véritablement depuis 1 an que je ne pouvais plus me taire. Et j'ai sorti ce livre dès que j'ai vu que le débat public s'enflammait, parce que je voulais avoir également une parole et dire ce que je connaissais de l'intérieur. Oui, parce qu'il faut rappeler, vous êtes une avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes, notamment. Vous avez défendu Jacqueline Sauvage, entre autres. Et donc, vous avez vu comment ça se passe. Et dans ce livre, on va en parler, mais tout le monde en prend pour son grade. Les magistrats, les politiques, les autres avocats également. C'est un peu tout un système là qui est mis à nu et dont on voit la limite. C'est un système qui dysfonctionne de tous les côtés. Ouais. Vous l'avez rappelé, magistrats, mais pas que, gendarmes, policiers, experts également, Oui, psychiatre, oui. psychiatres et avocats. Donc, j'ai voulu d'ailleurs écrire une forme d'outil de réflexion. C'est un petit peu ça, c'est un outil de réflexion, mais en même temps, il est né d'une peur, d'une angoisse, d'un état de sidération qui était le mien, parce que je n'arrivais plus à exercer mon métier comme je le souhaitais. Vous l'avez rappelé, j'ai exercé pendant 20 ans au service des victimes, des femmes victimes de violences intrafamiliales et des enfants également victimes de violences ou d'abus et de viols. Donc aujourd'hui, le constat, il est sans appel. On a des magistrats qui manquent de formation. On a des magistrats qui sont irresponsables des erreurs qu'ils peuvent commettre. On a des magistrats qui sont également débordés de la même manière que les experts judiciaires, qui également sont sous-formés. Qui ne comprennent pas, en tout cas les experts judiciaires qui sont nommés dans des affaires criminelles où nécessairement on doit connaître de ces nouvelles notions, que sont par exemple le syndrome de femme battue ou le contrôle coercitif ou encore tous les psychotraumas infantiles. On a des experts qui n'y connaissent rien, et j'ose le dire. Oui, c'est même pire. Vous expliquez que les experts psychiatres ne viennent pas en audience parce qu'ils sont pas assez payés. C'est tout exactement simplement. ça. Et du coup, quand on lit leur expertise, on le lit sur un ton monocorde, avec des mots techniques, et en gros, les jurés ne vont pas écouter. Enfin, ça se perd complètement, alors que c'est un témoignage clé, en fait, l'expertise psychiatrique. C'est la pierre angulaire de Ouais. tout un dossier. Donc à partir du moment où l'expertise n'existe pour ainsi dire pas, en tout cas qu'on n'en tire pas les bonnes conséquences, le dossier est mort. C'est une réalité. Et en fait, qui en souffre aujourd'hui ? Qui sont les premières victimes ? Ce sont les plus vulnérables, ceux qui ont besoin de la justice. Vous savez, j'ai passé donc ces 20 ans à côté de ces victimes pour combattre les agresseurs. Et aujourd'hui, je me dois de combattre l'institution judiciaire qui est censée protéger ces victimes-là. Et comment on en est arrivé à ce point-là, en fait, de dysfonctionnement ? Je dirais que, encore une fois, il faut réfléchir à ce qui se passe au sommet, c'est-à-dire nos responsables politiques aujourd'hui, malgré la communication qui est la leur,
n'ont pas le sentiment que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants soit une priorité. Ils le disent. Ah oui, ils le disent, c'est la priorité du Mais quinquennat. ils le disent. C'est tout le temps le truc affiché comme étant vraiment quelque chose de très important. Et on voit bien qu'en fait, pas du tout. Mais pas du tout, puisque d'une manière très simple, à partir du moment où on estime qu'une cause est prioritaire, on met le paquet, mais on met le paquet financièrement parlant. Et c'est pas du tout le cas. Et ce qui est aberrant, c'est qu'on sait combien ça coûte in fine à la société. Ces violences faites aux femmes, ces violences faites aux enfants, ça coûte près de 14 milliards. Et nous, féministes, on en demande seulement 4 milliards, c'est-à-dire 2,7 milliards pour les enfants, 1 milliard pour les femmes, pour juguler le fléau en amont. C'est très simple. C'est une question de bonne gestion et aussi, effectivement, de volonté politique. Mais c'est pas ce qu'on a entendu quand Gérald Darmanin s'empare de ce dossier de crise suite au meurtre de Liana. Il sort un argument de com. On va reprendre les 70 000 dossiers en attente. C'est pas un problème de moyens. Macron dit la même chose. Et surtout, on va faire tomber quelques lampistes, comme d'habitude, donc gendarmes et magistrats. Par contre, le ministre, il est sur le pont, il tient le truc, il va numériser la justice. Enfin, on a eu un exercice de com XXL, un peu comme Placenet lorsqu'il était à l'intérieur pour la lutte contre le narcotrafic. Sauf que Placenet, il ne s'est rien passé contre le narcotrafic. Et les 70 000 plaintes, si on veut les traiter, en réalité, c'est impossible. C'est impossible, c'est une supercherie. Parce que personne n'a fait le calcul. Moi, excusez-moi, je l'ai fait. Parce que les chiffres, je les connais. Et lorsque Darmanin évoque 70 000 plaintes à réexaminer, en un mois, ouais. Donc voilà, jusqu'au 14 juillet, ça nous fait 9 à 12 secondes pour réétudier un dossier où il y a effectivement des vies brisées, des femmes qui ont été violées, violentées, des enfants qui vont garder des traumatismes à vie. Donc en fait, on voit bien qu'on s'éloigne totalement de l'humain. Et c'est ça aussi que total, c'est du mépris. On nous ment, il faut employer les termes et les mots qu'il faut. On nous ment, on nous manipule. Et c'est très, très grave. C'est très grave parce qu'il y a des femmes et des enfants qui meurent. Et on en fait le constat aujourd'hui. Et la révolte est immense au sein de la société civile. Moi, je vais vous dire, ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas possible. On est allé trop loin. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est ce moment où on a vu les Français dans la rue devant les tribunaux après ce drame atroce et du meurtre de la petite Liana, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et à ce moment-là, vraiment, on n'en peut plus. Andrea Bescon qui se fait arrêter, violenter par la police alors qu'on a des manifestants contre les pédocriminels qui se font arrêter par les policiers. On est où ? Vous le dites, on est où ? Et pourtant, on est en France, qui est une grande démocratie, mais la démocratie, que je sache, elle se juge aussi à l'aune de la protection qu'elle offre aux plus démunis. Et moi, je suis aujourd'hui lucide sur le fait qu'on a été grugé. Je ne suis pas encore désespérée parce que ce livre est le fruit d'une réflexion et d'un constat, mais j'évoque tout de même la possibilité de changer les choses. Je crois qu'il va falloir faire un état des lieux extrêmement rigoureux, arrêter de faire des mesurettes cosmétiques et mettre effectivement le nécessaire budgétaire sur la table pour pouvoir engager une entreprise de grande envergure, de formation, déjà pour commencer, et puis également d'embauche. Il faut multiplier les effectifs chez les magistrats, chez les gendarmes et les policiers. Les experts aussi nécessitaient d'une formation approfondie. Et enfin, chez les avocats, c'est un petit peu le même combat. C'est-à-dire, il y a
très peu d'avocats qui s'emparent de ces sujets-là. Alors, il y en a de plus en plus. Mais si vous voulez, ce que je dénonce chez les avocats, c'est que il y a aussi beaucoup d'avocats qui défendent des auteurs, et ça, c'est le métier, hein. Tout justiciable est défendable, mais tout dépend comment on les défend. Si on n'a pas des armes et qui sont identiques, ça ne fonctionnera pas. Je veux dire que parmi les avocats, parce que moi, je guerroie contre les avocats des auteurs. Et on ne combat pas à armes égales, parce que de l'autre côté, ils profitent des défaillances de la justice. Ils profitent du fait que les victimes arrivent aux audiences exsangues. Les délais extrêmement importants, puisque de la plainte jusqu'à l'audiencement, il faut compter des années. C'est ça. Les coûts des procédures qui sont, et on parle de victimisation secondaire, mais de revivre. Absolument, on les met en contact permanent avec leurs agresseurs, on leur demande de répéter 100 fois ce qu'elles ont vécu, donc il y a des réminiscences constantes aux faits criminels dont elles ont été victimes. Donc, si vous voulez, les avocats participent à faire en sorte que les victimes sont désespérées. Et quelque part, moi, qui suis là pour leur conseiller de se battre, de déposer plainte, je suis à court d'arguments aujourd'hui. Parce que moi-même, je suis totalement démunie pour les convaincre d'y aller, alors que je sais personnellement, professionnellement, que ça va être un combat terrible pour finalement obtenir, certes, leur reconnaissance de statut de victime, mais elles vont perdre tellement. Vont-elles gagner ? Vont-elles finalement arriver à se reconstruire ? C'est ce qui explique le nombre de plaintes non déposées on a 80% de plaintes qui sont classées sans suite. Il faut rappeler les chiffres. Là, ça dit tout, en fait. Ça dit tout. Et s'agissant des viols, des agressions sexuelles, on n'a qu'1% qui arrive devant une juridiction de jugement. Comment c'est possible, ça ? Avec tout ce que je viens de vous décrire, c'est possible. C'est possible. Et malgré la libération de la parole, malgré le mouvement MeToo, parce que là aussi, voyez-vous, c'est une très bonne chose. Il faut parler, il faut dire, mais après, derrière, il faut pouvoir traiter. Et c'est là que le bas blesse. Ouais. Et on parlait de ces avocats qui défendent les auteurs. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, la nomination d'Éric Dupond-Moretti au poste de garde des Sceaux ? J'ai compris que, je vais dire le terme, c'était foutu. Voilà. C'est très simple. Éric Dupond-Moretti, lorsqu'il était avocat, s'est fait connaître pour le nombre de ses acquittements. On acquitte qui ? Je vous laisse me donner votre réponse. On acquitte des criminels et des délinquants. On acquitte surtout des criminels. Parce que quand on parle de délinquants, ce sont des relax. Donc, il a essentiellement passé sa carrière à défendre des criminels. Donc, c'est un choix d'Emmanuel Macron qui est complètement contradictoire, puisque en 2017, il prône comme prioritaire la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en 2020, il nomme Éric Dupond-Moretti à la justice et M. Darmanin à l'intérieur. Donc c'est vrai que j'ai dans le livre une phrase forte que je revendique, et je vous la cite, c'est comme mettre finalement Dracula à la tête de la banque du sang. Ouais, c'est exactement ça. Mais donc ça, c'est un choix politique en l'occurrence, ce choix. C'est un choix politique, c'est le tout en même temps très connu de Monsieur Macron, c'est-à-dire c'est totalement contradictoire et c'est incompréhensible. Vous savez, à l'époque, je me souviens très bien, lorsque Éric Dupond-Moretti a été nommé à la justice, toutes mes clientes m'ont appelé pour me confier leur désespoir. Ça allait déjà pas terriblement bien,
Mais avec cet avocat, cet ancien confrère à la justice, c'était terrible. Surtout que moi-même, j'en ai fait les frais de Monsieur Éric Dupond-Moretti. À quelle occasion ? Eh bien, figurez-vous que celui-ci m'a traité de saloperie de pute Bien. et d'hystérique lors d'une suspension d'audience, puisque je plaidais contre lui dans une affaire de féminicide. J'ai déposé plainte contre Éric Dupond-Moretti, qui était alors donc ministre. Et cette plainte a été classée en 15 jours chrono, comme quoi la justice peut faire vite quand elle veut. Non, mais c'est la justice de classe, en fait, ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on organise l'impunité de certains, on fait croire qu'il y a des priorités sur les violences faites aux femmes et aux enfants, et en fait, la police, la justice s'occupe des agriculteurs qui ne veulent pas vacciner leurs vaches, des gilets jaunes, des fausses accusations d'antisémitisme, enfin de tout, sauf des choses importantes. Complètement. Et puis on voit quand même que le parquet est aux ordres. Ouais. Il faut le dire tout de même. Bon, les magistrats sont, on le dit, indépendants. Mais je rappelle que le président de la République, et je le cite dans mon livre également, nomme les procureurs généraux. Et qui est à la tête du Haut Conseil de la magistrature, eh bien, ce sont à la fois le président de la Cour de cassation et un procureur général. Donc en fait, exactement, nommé par le président. Donc vous avez tout compris, c'est un petit peu comme si on se faisait un contrôle fiscal à soi-même. Donc la justice n'est pas indépendante. Emmanuel Macron a choisi de la saborder comme les autres services publics d'une certaine façon, avec toujours ce message contradictoire. Je prends un thème, je le mets en avant, mais je fais tout l'inverse. Exactement. Parce que ce qui choque aussi dans l'affaire Liana, c'est de voir ces tartuffes faire comme s'ils découvraient le problème. Alors qu'ils sont bien au courant de ce problème depuis des années. Mais déjà depuis, je dirais même, c'est très récent. Il y a eu un rapport du Sénat en 2025, pardonnez-moi, qui dénonçait déjà des magistrats qui étaient débordés, des dossiers bâclés, des enquêtes préliminaires qui n'étaient pas faites, qui évoquaient tout ce système qui était déjà, on va dire, complètement pourri. Et ça, ce constat, il a été fait en 2025 sur les années antérieures. Ouais. Donc, on ne vienne pas nous dire aujourd'hui qu'avec l'affaire Liana, c'est une découverte. Moi, je vais vous dire une chose. L'affaire Liana, moi, j'en ai potentiellement dans tous mes dossiers. Et j'ose le dire, vous voyez, le procureur d'Auch a été, entre guillemets, sanctionné, en tout cas aujourd'hui d'une manière conservatoire, puisqu'il y a encore des enquêtes administratives, mais ça pourrait être tous les parquets de France. Ces lenteurs-là, ces erreurs-là, je les connais. Ouais. Elles ne m'ont pas surprise. Alors bien sûr, il y a la mort atroce d'une fillette de 11 ans. Et le peuple s'en émeut, forcément. Mais là, qu'est-ce qu'on fait au plus haut sommet de l'État, notre ministre de la Justice, M. Darmanin, il coupe des têtes pour calmer l'opinion. On a le sentiment qu'on est dans une autre époque. Il aurait été beaucoup plus judicieux, encore une fois, effectivement, d'évoquer ces erreurs, ces lenteurs et ces conséquences dramatiques, mais de dire que c'était un signal très fort, un signal d'alarme, parce qu'il fallait revoir l'intégralité du système. Or ça n'a pas été dit d'une manière claire. On ne veut pas, Gérald Darmanin ne veut pas parler du problème systémique. Comme vous dites, il fait tomber quelques têtes, substitut du procureur, etc. Pour vous, Gérald Darmanin aurait dû poser sa démission ? Pour moi, il aurait dû la proposer. Effectivement, je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose, mais c'était un message fort. Il aurait dû faire son mea culpa. Après, je ne suis pas là pour juger M. Darmanin. Je suis là pour dire ce n'est pas en faisant tomber quelques têtes, en sanctionnant quelques parquetiers et quelques gendarmes que le système va changer. Pas du tout. Je crois qu'il faut être lucide.
on a une justice qui est totalement obsolète. Et j'irai même plus loin. Si on pousse la réflexion, je crois que certains articles également du Code pénal et du Code civil sont à revoir. Donc en fait, c'est vraiment une analyse, un état des lieux à faire et essayer d'adapter notre société qui a évolué depuis les dernières lois concernant les violences faites aux femmes et aux enfants et modifier tout le système. Ouais. Justement, là, vous avez en annexe du livre la circulaire Oui. du 6 mars 2026, donc c'est hier, du garde des Sceaux, sur la mobilisation contre les violences intrafamiliales. Tout à fait. Alors, beaucoup de verbiage, on a C'est là, 5 pages. ouais. Et depuis le 6 mars, vous listez ensuite le nombre de viols et de femmes, meurtres qui ont de été... femmes qui ont été tuées par leurs conjoints et d'enfants Et d'enfants également. victimes. Et d'enfants victimes. Et cette liste, elle fait froid dans le dos, puisque on a eu donc 5 enfants victimes et on a eu 24, enfin, à date du livre, une trentaine de femmes. À la date du livre. Bon, on rappelle les chiffres. Oui. Globalement, ils font effectivement, comme vous le dites, très froid dans le dos. On a un enfant qui est abusé toutes les 3 minutes. Et on a une femme qui meurt encore tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint violent. Et si vous voulez, ces chiffres-là, ils n'ont pas évolué réellement depuis 2017. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ils stagnent. Ils sont identiques. Et 2017, bientôt 27, ça fait 10 ans. Donc en fait, il y a une réalité. On dit les chiffres sont méchants, et c'est le cas. En fait, qu'est-ce qu'on a fait depuis tout ce temps, à part communiquer? Rien. Mais qu'est-ce que ça dit aussi de la société française? Parce que c'est une société malade. Quand on a autant d'agressions sur les femmes et les enfants à ce rythme-là, c'est le cas partout ailleurs ou c'est une spécificité française? Non, alors, c'est pas une spécificité française. Ce qui est spécial à la France et à son institution judiciaire, c'est qu'on n'arrive pas à faire baisser le taux de la criminalité. Puisque en Espagne, qui est le modèle de référence, ils ont depuis 2004 adopté un plan intégral contre les violences. Et aujourd'hui, les résultats sont mirobolants. Mais en Espagne, on a depuis très longtemps des tribunaux spécialisés, notamment. On a des sanctions beaucoup plus radicales, très coercitives. La détention provisoire pour les auteurs de violences intrafamiliales, c'est pas considéré comme aberrant. Aujourd'hui, oui, la détention provisoire, mettre un homme en détention provisoire qui est soupçonné, où il y a des suspicions d'abus sexuels sur un enfant, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore des enfants qui dénoncent des violences, des incestes, et pour autant, ces enfants vont le soir même retrouver leur abuseur, c'est-à-dire leur père. Il y a ça, il y a les mesures d'éloignement qui ne sont pas respectées. On l'a vu dans l'affaire du périscolaire, rien. Oui, voilà. On bouge les gens L'ASE, c'est un scandale. Là, on a l'ASE, on a le périscolaire, on a les enfants mineurs abusés, l'inceste, les violences intrafamiliales sur les femmes notamment. Si vous voulez, il n'y a que des dysfonctionnements. Ouais. C'est devenu le terme qu'on emploie aujourd'hui le plus souvent en parlant de la justice. Est-ce que c'est pas le fonctionnement de la justice, justement, de faire en sorte de faire l'autruche et de dire, tant pis, on a d'autres priorités. Et on fait semblant d'avoir ça comme priorité, on va scanner, s'occuper des 70 000 plaintes, etc. Mais on parle de dysfonctionnement quand il est question là d'un fonctionnement. La justice broie les victimes. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a une inversion totale des rôles. La justice, c'est ce que je vous disais dès le début de cette interview, la justice est censée protéger les plus vulnérables, les victimes, et elle fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle les broie, elle devient leur principal adversaire. Comment ça se passe? Vous avez défendu Jacqueline Sauvage. Quand vous voyez des femmes venir vers vous pour les amener à porter plainte, quand on sait tout ça, il faut du courage.
Faut de l'argent aussi, parce que ça coûte cher une Oui, procédure. voilà, oui. Alors, dans la victimisation secondaire, il y a évidemment les délais. Il y a le fait qu'elles sont de nouveau confrontées à leurs agresseurs, donc les procédures sont complexes. Mmh. Mais il y a également le coût de la défense. Et j'ai voulu évoquer cet aspect, l'aspect financier, Mmh. qui est complexe à aborder parce que là encore, je pense que on illusionne les victimes. Il existe ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, Oui. qui est une aide apportée par l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui va prendre en charge le coût des honoraires des avocats. Sauf que l'aide juridictionnelle, ça veut dire pour pour un avocat, ça veut dire accepter d'être payé 4 euros de l'heure. Donc c'est assez déjà inadmissible. Et de surcroît, pour une victime, il faut qu'elle ne gagne pas plus de 1 000 euros par mois pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale. Donc quelqu'un au SMIC n'y a pas accès. Voilà. Ou alors peut-être une aide juridictionnelle partielle, mais donc elle devra payer des honoraires en plus. Donc la supercherie. Donc là, on est encore dans la justice de classe. Là, en Mais l'occurrence. absolument. Et en même temps, il faut dire les choses. La réalité, ce n'est pas de demander aux avocats de baisser leurs honoraires, hein. Encore une fois, ce n'est pas aux particuliers de pallier à la carence de l'État. Ça devrait être à l'État d'augmenter à la fois la rémunération des avocats qui acceptent l'aide juridictionnelle et également les seuils d'obtention de cette aide juridictionnelle. De la même manière, une idée serait que les assurances augmentent les seuils des protections juridiques pour permettre à ces victimes de pouvoir se défendre décemment. Mais là, on est vraiment dans un système qui va empêcher ça et qui va donc faire que de nombreuses personnes ne peuvent pas se payer la justice. Absolument. Absolument. Mais quand on parle des violences faites aux femmes, on a des statistiques concernant les dépôts de plainte. Mais il y a d'autres femmes et d'autres enfants qui ne déposeront jamais plainte. Donc effectivement, vous le disiez, c'est un problème de civilisation. Il y a tout de même des valeurs qu'on a perdues, des valeurs de respect entre tous. Ouais. Et vous le rappelez dans ce livre, vous avez été attaqué par la presse pour vos honoraires, parce que vous êtes Absolument. bien payé, vous le dites. Absolument. Vous avez aussi aidé à adapter l'histoire de Jacqueline Sauvage au cinéma, par exemple. Mais vous avez partagé les bénéfices avec votre cliente et vous expliquez, mais je n'ai pas à me cacher. Ça fonctionne comme ça. La défense est assez claire. Le problème, c'est ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on empêche les gens d'avoir accès à la justice de toute façon, par principe. Oui, ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. J'estime que oui, j'ai des honoraires qui sont assez élevés. Cela étant, on me le reproche, on a pu me le reprocher. On ne reproche jamais à des avocats pénalistes qui défendent des auteurs comme, je ne citerai pas, mais je le cite Un quand ancien même. ministre, par exemple. Voilà, par exemple, un ancien ministre. Avocat du milieu. Mais on le reproche à une avocate qui sert la cause des victimes et qui se bat bec et ongles contre les agresseurs. Encore une fois, j'ai des honoraires élevés parce que ce sont des procédures terribles, extrêmement chronophages, où on ne dort pas, où on vit avec ces dossiers qui sont absolument terribles. Et de surcroît, j'estime que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et encore une fois, ce n'est pas à la professionnelle que je suis qui œuvre depuis des années de baisser mes honoraires pour satisfaire l'État qui n'est pas là. Bien sûr que je consens des délais importants parce que je prends en considération la situation et la trésorerie de mes clientes, Évidemment, des délais oui. importants. Je fais également certains forfaits. Mais en revanche, autant au pénal, j'accepte sans aucun problème l'aide juridictionnelle, mais au civil, avec des procédures de divorce qui durent des années, c'est absolument impossible. En fait, je préfère être transparente et parler clairement. Je ne veux pas que mes clientes pensent que quand elles obtiennent l'aide juridictionnelle payée à 4 euros de l'heure, elles vont avoir un service de qualité. Non, c'est ce que vous dites dans ce livre. D'ailleurs, ce livre est vraiment cash, surtout, et pour la transparence. Et vous parlez aussi de ces magistrats corrompus.
ou magistrats pédaux Mm. qui sont couverts d'une certaine façon par l'institution. Oui, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on nomme le corporatisme. Ils se couvrent les uns les autres. Et c'est pas que les magistrats d'ailleurs. Je Hmm. pense qu'au plus haut sommet de l'État, on a beaucoup de, j'ose le dire, de pédophiles. Hmm. Malheureusement, je me suis rendu compte de ça. Je ne voulais pas le croire. Mais force est de constater que rien ne se fait. Pourquoi ? À un moment donné, je ne suis pas non plus complotiste, mais je crois que Carl Zéro avait Il était parfaitement, sur ce plateau. voilà, avait parfaitement décelé que si on n'y arrivait pas à juguler ce fléau horrible, c'est que peut-être tout en haut, il y avait une véritable conspiration. Ça, vous y croyez ? Vous avez des preuves ? Alors, c'est deux choses différentes. Mhm. Je n'ai aucune preuve, bien Mhm. évidemment. Est-ce que j'y crois ? En tout cas, ça mérite vraiment qu'on y réfléchisse parce que on parle d'absence de volonté politique. Clairement. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Ouais. Il y a aussi une affaire très récente, hein, un ancien conseiller de Brigitte Macron qui avait été recasé directeur du MUSEM à Marseille et qui là tombe pour des affaires Oui. de harcèlement sexuel et moral. J'ai vu ça. Donc on peut dire aussi que moralement on a affaire à des personnes qui sont tout sauf recommandables. C'est exactement le même constat que je ferais. C'est plus qu'alarmant. C'est une réflexion qu'on a à faire d'une manière générale sur la société qui est la nôtre. Il faut savoir quelle civilisation on souhaite pour demain. Il va falloir qu'on se penche à la fois sur la philosophie de notre société future et puis sur ces outils, sur la justice, essentiellement sur l'institution judiciaire et qu'on essaye d'élaborer des infrastructures et une structure qui soit la plus honnête possible et qui offre de véritables possibilités pour les victimes de s'en sortir. Parce qu'au-delà de la difficulté de témoigner, de revivre l'événement traumatique avec le violeur, l'agresseur, etc., il y a ensuite la peine qui parfois est dérisoire et la sortie de la personne avec le fait que la personne va revenir dans la vie de ses victimes sans qu'il y ait de contrôle, sans qu'il y ait rien du tout. Pas de réelle castration chimique. Tout ça, c'est sur la volonté de la personne de le faire ou non. Pas de place en prison, alors que vous le dites, il y a suffisamment de locaux vides de la République qui pourraient peut-être être recyclés en lieu carcéral, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, encore une fois, absence totale de volonté politique. Absence de volonté politique. Pourquoi ? On vient de l'évoquer. Effectivement, vous le soulignez, le consentement de l'auteur à tout est sollicité aujourd'hui. On veut, en tout cas, la justice décide d'administrer et de lui mettre un bracelet anti-rapprochement parce que l'auteur a été violent avec son épouse. On lui demande son consentement. Le pédocriminel a commis des viols sur mineurs. On lui demande son consentement pour la castration chimique. Donc, on en est là. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, encore une fois, que la justice fait plus cas des auteurs, très clairement, que des victimes. Sur la castration chimique, j'ai proposé une puce qui serait insérée sous la peau et qui serait justement à l'origine d'une castration chimique, mais où les pédocriminels n'auraient pas à prendre un cachet tous les jours, puisqu'on sait qu'ils ne le prennent pas. Ils arrêtent leur traitement pour la plupart. Donc, je crois qu'il faut arrêter de protéger les auteurs. Il faut que la victime... Pourquoi on les protège ? C'est quoi ? C'est une philosophie qui s'est emparée de l'institution judiciaire parce que la société, elle n'est pas du tout d'accord de ça. Oui, je pense que c'est on la... veut des peines fermes. Oui, enfin, je pense que c'est une philosophie. Alors là, vous me poussez à évoquer une philosophie judéo-chrétienne, peut-être de la société française, qui fait qu'il y a une forme de culpabilité, qui fait qu'on pense que c'est la société qui a produit les auteurs, qui a produit ces hommes hors normes, monstrueux, ce qu'on veut, et que c'est à elle, finalement,
de proposer des solutions pour faire en sorte qu'ils soient réinsérés, qu'ils redeviennent comme ils auraient dû être depuis toujours. Mais je crois que de l'avis de nombreux experts, il y a des personnes qui ne sont pas réinsérables, qui sont des dangers à vie pour la société. Alors, d'une part, vous avez raison, mais d'autre part, on ne leur donne pas du tout les moyens. Et c'est ça aussi la problématique. C'est-à-dire qu'on a un objectif de réinsertion des auteurs, mais on n'a pas les budgets non plus. On n'arrive pas à les contrôler lorsqu'ils sortent. On n'arrive pas à les soigner. Donc, on en fait des bombes à retardement. Encore une fois, on ne tient pas compte des vies des victimes. Il y a cette prison pour pédocriminels, qui est une sorte de club med, en quelque sorte. On les traite bien aussi, pour leur éviter d'avoir affaire à d'autres détenus et donc d'être massacrés en prison. On les met à l'isolement. On les met à l'isolement ou dans cette prison particulière. Il y a un vrai problème aussi sur la pédocriminalité en France. Quand on a vu, par exemple, les déclarations du chef de l'État sur l'affaire Epstein, en disant qu'il n'y avait pas de versant français de l'affaire Epstein, alors qu'il avait des habitudes sur la Côte d'Azur, dans différents châteaux de la région parisienne, à Paris même, et qu'il passait plusieurs mois de l'année à Paris. Pourquoi ce déni sur la pédocriminalité ? Et alors, l'affaire Epstein, c'est encore un autre dossier, mais déjà, ce déni volontaire. On met cette problématique, ce fléau sous le tapis. Pourquoi ? Vous me posez cette question. Je crois qu'on y a plus ou moins répondu. Moi, je ne sais pas, sincèrement. En tant qu'avocate, je suis arrivée à la conclusion qu'il y avait quelque chose qu'il fallait creuser, qui était obscur, sombre, et qu'on ne nous disait pas. Parce que à partir du moment où on voit qu'il n'y a pas d'efficacité et de volonté à juguler ce fléau-là, c'est qu'il y a une raison. Mais laquelle ? C'est pas couvrir des gens. Couvrir des gens, c'est une évidence. Oui. Regardez, vous citez le dossier Epstein. Voilà, je veux dire, le fait qu'on n'ouvre pas, mais je croyais d'ailleurs que le parquet avait décidé d'ouvrir une enquête. Ils ont relancé des appels à témoins. Depuis 2019, le parquet s'assoit de toute façon sur tous les documents qu'ils ont pu avoir. Ils ont été obligés de transférer aux États-Unis, c'est revenu dans le dossier Epstein, mais on voit très bien qu'ils n'avancent pas. Et c'est volontaire. Et qu'ils demandent toujours plus de nouveaux témoignages, mais qu'il ne se passe rien. À date, aucun client d'Epstein, aucun associé d'Epstein n'a eu à répondre ni à la justice française ni à la justice américaine. Oui, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Epstein, là aussi, c'est de la pédocriminalité. Les jeunes filles sont mineures. Il y a une volonté de protéger. De manière très claire, parce qu'encore une fois, quand on dit le parquet, et vous l'avez rappelé, ouvre une enquête, mais finalement, on n'en entend pas parler et rien ne se fait. Oui, protéger les puissants contre les vulnérables. Et ça, c'est un modus operandi, quoi, vraiment. C'est ce que vous voyez dans votre métier d'avocat. C'est ce que je vois à mon niveau. Je vois qu'on protège davantage les agresseurs que les victimes. C'est très clair. Mais c'est inacceptable, en fait, d'un système judiciaire. Pourquoi ? Alors, on a vu la colère, vraiment, là, des citoyens français dans l'affaire Liana. Mais ça ne va pas décolérer. Ouais. Là, j'ai le sentiment, et on a quand même, pour le coup, une société civile qui est en ébullition, qui est en émoi et qui ne va pas s'arrêter là. Les manifestations vont perdurer. On va voir ce que ça donne avec la loi intégrale d'octobre. Vous pouvez rappeler ce qu'est la loi intégrale ? Alors, la loi intégrale, ça va être une loi qui va donner, pour le coup, la parole. On va essentialiser la parole de l'enfant. Il y a effectivement différentes mesures qui vont être prises, notamment on parle de tribunaux spécialisés dans cette loi intégrale, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, elle n'est pas assortie d'un budget conséquent. On n'a même pas évoqué le budget. Donc c'est une avancée, et tout le monde la demande à corps et à cri, toutes les féministes. Mais de quoi va-t-on accoucher ?
C'est la question. Sachant que cette loi intégrale est dans les cartons depuis plus d'1 an. Absolument, et qu'on a repoussé d'ailleurs son analyse au mois d'octobre. C'est ça. Mais Donc déjà, on voit le mécanisme se mettre en place, oui, de faire semblant. Voilà, de faire semblant. C'est vraiment ça, c'est de faire semblant, de communiquer, d'apaiser les cris, comme dirait Monsieur Emmanuel Macron, pour aseptiser, on va dire, l'émoi sociétal. Mais je pense qu'il y a là, pour le coup, parce qu'il y a eu différentes affaires à répétition. Il y a eu l'affaire de Liana, la plus récente, les plus récentes, l'affaire de Liana, l'affaire de Louis. Et je crois aussi que les médias ont servi d'hygiaphone un petit peu, ont réveillé tout ça. Aujourd'hui, sur les chaînes d'infos, on continue, toutes les personnes, tous les Français, les Françaises voient ce qui se passe. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils pensent que demain, ça sera leur enfant. Bien sûr. Et ils n'ont pas tort. Donc là, et puis ils se rendent compte que la justice ne fait plus son travail. Mais bien sûr. Donc je crois que au-delà des marches blanches, des commissions d'enquête, il y a une révolte citoyenne qu'on entend gronder. Et je pense que s'il n'y a pas quelque chose de fait, mais en profondeur, ça va exploser. Alors, est-ce que notre gouvernement actuel aura le temps, puisqu'il y a l'échéance des présidentielles prochainement? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça ne va pas péter avant, mais on peut le craindre. En tout cas, je suis confiante sur le fait que là, c'est trop. Et ça ne retombera pas. Non, la colère ne retombera pas. Enfin, entre l'affaire des assistants dans les écoles à Paris, du périscolaire, oui. Enfin, l'accumulation, elle est telle que on voit bien que là, maintenant, ils ne peuvent plus cacher le fait qu'ils ne font rien sur ce dossier-là. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faudrait en termes de comptabilité pour que des choses soient faites? Parce que vous parlez d'enveloppes à plusieurs milliards, oui. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire, la question, c'est à quoi ça va servir? Comment changer en profondeur la justice? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Comment changer? Ça serait déjà bien que cette caste d'intouchables des magistrats puisse être responsabilisée. Pourquoi pas une cour de justice une cour disciplinaire pour les magistrats. Alors, a fortiori, ça serait bien qu'il n'y ait pas que des magistrats dans cette cour disciplinaire, oui, évidemment. Sinon, on va avoir les mêmes comportements, si j'ose dire. Donc, responsabilisation des magistrats, formation aussi de ces magistrats, parce que je l'évoque dans mon livre, s'agissant des violences intrafamiliales, on a quelques heures de formation par an. C'est une supercherie, et on parle de formation approfondie. Donc là encore, formation. Le budget servira à avoir davantage aussi de magistrats, parce qu'il faut un certain temps pour former des magistrats. Peut-être une réforme aussi de l'ENM, peut-être éviter que ce soit un concours extrêmement sévère. Peut-être que, bien sûr qu'il faut qu'il soit compétent, mais je crois qu'on apprend aussi son métier et on se forme en travaillant. Et peut-être que ça serait nécessaire de revoir effectivement les examens de l'ENM pour qu'on ait plus de magistrats qui soient effectifs. Et d'autre part, pour les experts, alors là, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, c'est d'un côté un effort financier très important qui démontrerait la vraie volonté politique de prioriser ces deux secteurs, la lutte contre les violences intrafamiliales et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles contre les enfants. Et d'autre part, ce budget en partie servirait à la formation de tous les intervenants dans le domaine police-justice qui permettrait, et puis également des contrôles. Des contrôles, on a parlé des magistrats, mais pas que des magistrats. Il faut des contrôles assez réguliers
notamment des gendarmes et des OPJ, des officiers de police judiciaire. Enfin, nous, on a une formation continue en tant qu'avocat. On doit se former régulièrement. Ouais. Et ça compte en tout état de cause. On est noté quelque part. Oui, mais justement, vous en parlez de cette formation Oui. des avocats, parce que tout le monde en prend pour son grade dans ce livre, Oui. qui est très cash, avec le stage des jeunes avocats, Oui. et vous racontez ce qui vous est arrivé, où le harcèlement sexiste, sexuel, moral, pareil, Oui. n'est pas dénoncé à la hauteur de ce qu'il est. Absolument. Dans tous les secteurs, on le sait, de la société, tous les secteurs professionnels, il y a du harcèlement. Et il y en a du harcèlement sexuel chez les avocats. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent pour les jeunes avocates. Elles ont la possibilité, l'ordre a mis en place certaines commissions, elles ont la possibilité de dénoncer ces faits. En revanche, à l'époque, lorsque j'ai prêté serment, c'était coutumier. Les maîtres de stage harcelaient sexuellement leurs collaboratrices et j'en ai fait les frais. C'est très compliqué les rapports entre avocats d'une manière générale parce que nous avons logiquement des devoirs déontologiques à respecter comme le devoir de confraternité, le devoir de modération, le devoir de délicatesse. Mais tous ces devoirs-là, dans les faits, dans la pratique quotidienne, je peux vous dire qu'il n'existe pour ainsi dire pas. Oui, encore une fois, à l'inverse, avec une vraie hypocrisie. Mais les choses, là, ont avancé quand même dans le temps. Oui. On a vu des avancées. Pourquoi ça n'avance pas, justement, dans les autres secteurs, dans la justice ou ailleurs là, se pose la vraie question de la volonté politique. La volonté politique, oui, puisque là, on est dans le secteur public. Là, on voit bien la différence entre un secteur privé, celui des avocats, et le secteur public, celui des magistrats, des OPJ et des gendarmes. Exactement. Autre pan de la société qui en prend pour son grade, les féministes. Parce que vous avez été très proche des milieux féministes, et vous le dites d'ailleurs, notamment lors de la défense de Jacqueline Sauvage. Et puis, il s'est passé quelque chose dans le féminisme. Alors, il s'est passé quelque chose ponctuellement entre les féministes et moi-même lors de l'affaire de Jacqueline Sauvage. J'avoue que j'ai été très aidée à l'époque. C'était déjà il y a 10 ans, parce que c'était en 2016-2017. Et les féministes ont porté le mouvement de la société civile qui voulait la libération de Jacqueline Sauvage et qui estimait à juste titre que cette femme avait été injustement condamnée. Je remercie aujourd'hui les féministes qui m'ont aidée pour faire en sorte que Jacqueline Sauvage finalement soit graciée par François Hollande, qui était alors président de la République. Cependant, par la suite, comme vous le savez, il y a eu un téléfilm. Et l'histoire est une histoire de malentendu, en réalité. Un téléfilm où les féministes et leur rôle qui avait été prépondérant dans la grâce de Jacqueline Sauvage n'a pas été pris en compte par le réalisateur. J'ai été la première à souhaiter qu'il le soit. Ça n'a pas été le choix du réalisateur en question. Et elles en ont été profondément affectées lorsque le téléfilm est sorti, en pensant tout simplement que j'avais tiré la couverture à moi, que nous avions tiré la couverture à nous, puisque nous étions deux avocates avec mon ex-associé à avoir défendu Jacqueline Sauvage. Cela étant, ce n'est pas tant cette histoire qui est importante, c'est ce que ça révèle. Moi, ce que je dénonce, c'est cette rivalité, cette lutte d'ego que j'ai pu constater chez les féministes. Je ne suis pas contre le féminisme, c'est mon ADN. Mon modèle, c'est Gisèle Halimi, qui est pour moi la féministe avec un grand F, mais je défends un féminisme, on va dire, universaliste. C'est-à-dire qu'aussi, ce que je réprouve dans ce mouvement néo-féministe d'aujourd'hui, c'est le fait de choisir ses victimes.
Moi, j'estime que on défend en tant que féministe, et je reviens à la définition originale du féminisme, il faut défendre l'égalité des droits entre tous, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine et quelles que soient ses convictions politiques. Et j'ai véritablement le sentiment qu'aujourd'hui, le féminisme est assez politisé et qu'il abandonne certaines victimes en fonction soit de leur orientation politique, soit également en fonction de leur genre, parce que j'évoque notamment les hommes, dont elle parle assez peu, les hommes victimes, et il ne faut pas les oublier. Ils sont tout de même 15% d'entre eux qui sont victimes. Et c'est vrai que... De violences intrafamiliales, c'est de ça, violences intrafamiliales. Ouais. Absolument. Et je trouve ça dommage que ces victimes-là soient ignorées. Il y a un deux poids, deux mesures, là encore une fois, une différence qui se fait jour. Vous attendez quoi, en fait, de ce livre ? Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis. Vous pensez que ça peut aider à alimenter la réflexion au sein des institutions et puis à accompagner aussi la colère populaire ? Enfin, quel est le but de ce livre ? Oui, le but de ce livre, je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas attendu la mort atroce de la petite Liana pour l'écrire. J'ai voulu lancer comme un appel au secours, qui vient d'une avocate qui se bat au quotidien aux côtés des victimes, qui a la tête, comme on dit, dans le guidon, pour dire halte, on va dans le mur, c'est dramatique ce qui se passe actuellement, et proposer quelques pistes de réflexion et quelques solutions. Donc, j'estime que ce livre, d'ailleurs, qui est plus une sorte de manifeste, ce livre est à la fois une sonnette d'alarme, tardive, certes, mais j'avais ce sentiment d'urgence bien avant le débat d'aujourd'hui, donc qui va accompagner et qui va peut-être être une voix de plus dans le débat public d'aujourd'hui pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Et puis également, peut-être, je l'espère, un outil. J'ai d'ailleurs remis ce livre à notre ministre de la Justice. Il vous a répondu ? Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, mais il l'a accueilli avec une certaine sérénité. Oui, on a l'impression que, après son exercice de communication, Gérald Darmanin regarde à l'horizon 2027 et il sait qu'il pourra surfer sur d'autres sujets. C'est un peu ça tout le malheur, en fait, de la France. On lâchera rien. On lâchera pas. Merci beaucoup, Maître Tomasini. Ce livre, Scandaleuse Justice, est un état des lieux glaçant. Pas un règlement de compte, mais vraiment, comme vous le dites, un cri d'alarme nécessaire. Aux éditions Icône, si vous souhaitez vous le procurer. Et n'hésitez pas, bien sûr, à mettre des pouces, à partager les vidéos du monde moderne, surtout sur un sujet comme celui-là, que les algorithmes n'aiment pas beaucoup. Merci, Maître. Merci, à bientôt. À vous.